Super. Eh ben, bonsoir. Merci d'être là pour accueillir Katia Astafiev. C'est un peu compliqué pour moi parce que comme moi je m'appelle Afanassiev et elle Astafiev, ça fait un peu le gang des fiefs qui vous reçoit. Donc pour ce livre par les chemins des Indes, et d'abord un petit mot quand même de présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, tout ça? Alors, Katia Astafiev, donc je viens de Lorraine et je suis autrice essentiellement de récits de voyage et de documentaires sur les plantes. Donc je voyage beaucoup, je suis allée dans une soixantaine de pays. Mon livre le plus connu, c'est Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse. Et puis j'ai écrit des choses sur les plantes, sur les plantes dans le cinéma, sur les plantes et les grands explorateurs. J'ai écrit quelques livres pour la jeunesse aussi. Dont un roman sur les plantes carnivores, par exemple, un roman policier. Et puis ce dernier, donc, où je suis partie en Inde sur les traces d'un botaniste oublié. Oui, parce que ça, c'est la collection Démarche. Et dans cette collection, en fait, on envoie des auteurs sur les traces de quelqu'un à chaque fois. Et là, mais comment es-tu tombée sur le personnage que tu vas suivre tout du long, qui s'appelle Victor Jacquemont? Comment tu es tombée sur ce personnage? Alors déjà, j'avais travaillé le sujet des plantes et des explorateurs dans un livre paru il y a quelques années chez Duno qui s'appelait L'aventure extraordinaire des plantes voyageuses. J'avais beaucoup travaillé le sujet et je m'étais intéressée à 10 plantes, 10 personnages. Voilà, donc 10 chapitres. Et là, la démarche était un petit peu différente parce que je voulais choisir un seul personnage que je pourrais trouver assez passionnant pour partir sur ses traces. Et je me suis dit, où j'ai envie d'aller. Voilà, dans cette idée de démarche et de partir sur les traces de quelqu'un. Et je ne connais pas trop l'Himalaya. Et donc j'ai cherché quel botaniste était parti là-bas. Et j'avais déjà entendu un peu le nom de Victor Jacquemont, donc j'avais creusé un petit peu. Et plus je lisais des choses sur lui, plus je trouvais sa vie absolument passionnante. Parce qu'on peut trouver des botanistes ou des scientifiques qui ont fait un travail scientifique intéressant, mais dont la biographie finalement n'est pas forcément fascinante. Donc je voulais vraiment quelqu'un dont la vie soit assez romanesque pour en faire un livre. Et plus je lisais des choses sur ce Victor Jacquemont, plus j'ai trouvé sa vie absolument incroyable, sa courte vie, puisqu'il est mort à 31 ans seulement. Donc il est né, on peut redire, en 1801, voilà. Il est mort en 1832. Ouais, voilà, donc on est vraiment au début 19e siècle. Donc un personnage qui avait été envoyé par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris en expédition en Inde pour amener des plantes, des cailloux aussi. Il était géologue en même temps. Et puis comme les grands naturalistes de l'époque, il a laissé beaucoup d'écrits avec des descriptions botaniques et puis sur aussi toute la vie du pays. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est un témoignage de l'Inde au début du 19e siècle. Et il a laissé donc des écrits qui sont passionnants. Et c'est ça qui m'a plu aussi chez lui, c'est son écriture, puisque j'ai décortiqué un petit peu tous ces récits de voyage. Pardon. Hein, il y en a là, des sièges. Parfait. Donc j'ai décortiqué un peu ces récits de voyage puisque donc il est jamais revenu d'Inde, il est mort là-bas, mais c'est toutes ces collectes, il a quand même réussi en très peu de temps à collecter plus de 5000 planches d'herbier, ce qui est beaucoup, donc ils sont conservés au muséum à Paris, et il a laissé des écrits passionnants. Alors il y a 2000 pages de récits de voyage qui sont conservés au muséum, accompagnés d'illustrations qui sont absolument magnifiques, de dessins naturalistes, de plantes mais d'animaux aussi, d'autres bestioles, enfin des très belles choses. Et ces correspondances ont été rééditées après sa mort par son copain, notamment Prosper Mérimée, puisqu'il connaissait plein de gens intéressants. Avant de partir, il fréquentait des salons parisiens. Son père était un philosophe très connu et il connaissait plein de monde intéressant. Et ces écrits sont vraiment très très sympas à lire. C'est très très bien écrit. Il était copain avec Stendhal aussi, qui disait que c'était le plus grand écrivain voyageur de son époque, donc c'est pas rien. Donc vraiment, ses correspondances sont passionnantes, il y a énormément d'humour, et il a écrit à plein de gens, à sa famille, à ses amis. C'était quelqu'un qui avait l'air d'être très très attachant, il a correspondu avec des tas de gens, et ses lettres sont vraiment agréable à lire parce qu'il y a énormément d'humour. En même temps, c'est d'un très bon niveau littéraire et c'est vraiment passionnant à lire. Donc, on va essayer de découvrir un petit peu. Là, on commence à Paris en décembre 2022, tu te tiens droit au-dessus d'un lion sur la façade de l'hôtel de ville de Paris. Personne ne te remarque. Les grands hommes sont parfois discrets.
Te voilà aujourd'hui anonyme, illustre inconnu de pierre, ornant parmi une multitude de statues l'arrière d'un monument historique. Ton nom de famille est gravé en dessous, Jacquemont. Tes dates de naissance et de mort attirent l'attention, 1801, 1832. Qu'as-tu pu accomplir en si peu de temps? Une vie éphémère et pourtant tu fus l'un des plus grands écrivains voyageurs du XIXe siècle. Je marche dans la capitale, si heureuse de t'avoir rencontré. J'éprouve une fascination pour ces botanistes explorateurs qui quittaient tout pour partir au bout du monde au péril de leur vie. Lors de recherches, je suis tombée par hasard sur ton nom et sur ton histoire. Coup de foudre. Si j'étais née au début du XIXe siècle, je crois que tu m'aurais bien plu. Victor me semble un homme de la plus grande distinction, écrivit ton ami Stendhal. Je ne doute pas de ses paroles. Tu aimais les plantes, tu aimais les livres, tu aimais les voyages, tu aimais tout ce que j'aime. Tes écrits m'exaltent, les plantes baptisées selon ton nom m'enchantent, ton périple m'épate. Tu aurais pu être le héros d'un roman de Jules Verne ou de Kipling. Mais tu n'as pas voulu être roi comme le personnage de la célèbre nouvelle du plus grand conteur de l'Empire britannique. Tu as voulu être botaniste et tu as été même plus que ça. Voilà, déjà la mise, Voilà, on sent petite qu'il y a quand même, introduction. oui, il y a quand même une passion. Hein, on sent que Ouais. c'est pas n'importe qui. Hein. Ouais. Donc c'est une épopée botanique qui devient une enquête. Voilà, effectivement, partir sur ces traces, ça a été une vraie enquête pour moi, mieux connaître le personnage et réussir à suivre son itinéraire, ce qui n'a pas été toujours facile. Donc effectivement, je suis partie de Paris. Hein, là, l'extrait, si vous êtes déjà passé à Paris, vous avez tous vu peut-être l'hôtel de ville. Et tout autour de l'hôtel de ville à Paris, il y a plein de statues de personnages historiques, dont la plupart sont oubliés. Et Victor Jacquemont donc, est en statue derrière l'hôtel de ville de Paris. Donc j'ai commencé à enquêter au muséum, Ouais. à la bibliothèque, hein, pour justement lire ses écrits, notamment son récit de voyage, hein, qui ne se retrouve pas. Autant ses correspondances, on peut les retrouver, le récit, là, c'est plus compliqué, bien que ce soit numérisé maintenant, donc on peut le trouver en ligne aussi, mais c'est sympa de voir les originaux qui sont absolument magnifiques. Et puis après, j'ai lu ses écrits, etc. Et je suis partie donc, sur ses pas à partir de Calcutta. Donc en fait, on peut dire que son périple, son voyage dans l'Inde par Victor Jacquemont pendant les années 1828 à 1832, donc jusqu'à sa mort. Voilà. Donc il est parti quand même 4 ans. Je pense que tu n'es pas parti pendant 4 ans. Alors non, moi c'était plus simple. Déjà, je suis allée un peu plus vite. Hein. Lui, il a mis 10 mois pour arriver en bateau avec différentes escales. Hein. Il s'est arrêté aux Canaries, au Brésil, en Afrique du Sud, à La Réunion. Enfin déjà, bon, moi j'ai pris l'avion. Voilà, c'était déjà plus rapide. Et puis, évidemment, on voyage plus... aujourd'hui, comme on voyageait il y a 200 ans, hein, donc il avait des porteurs, des bœufs qui tiraient des charrettes avec son matériel. Et moi, je suis partie, je pris le train. Bon, c'était beaucoup plus simple, mais j'ai essayé de m'arrêter dans les endroits où il s'est arrêté. Alors, il y a des villes, ça c'est facile, hein, on va dire, Calcutta, Agra, Bénarès, tout ça. Et puis après, il y a des villages avec les noms qui ont changé, des villages qui ont été engloutis par des villes. Évidemment, l'Inde, en 200 ans, comme vous pouvez imaginer, ça a plus que changé. C'est plus tout à fait le même pays. Ouais. Donc, c'était pas toujours facile de vraiment retrouver l'itinéraire. Je vais lire un passage sur Calcutta. Calcutta, 1829. Parce qu'il a mis quand même 1 an à arriver en Inde, hein, en passant. Parce que c'est ça aussi qui est dingue, je ne comprends pas, parce qu'il est parti de Brest, il est allé jusqu'à Rio. Oui, en Et fait, après, l'Afrique du c'est Sud. ce qui se faisait apparemment à l'époque pour suivre l'essence des courants. C'était plus rapide de passer par là. Donc, c'est sûr que là, ça paraît un peu étonnant parce que c'est pas tout à fait la même direction. C'est ce qui se fait toujours en Mais, course à la voile. Ah oui, Il faut contourner l'anticyclone des Açores. Ouais. Voilà, On passe plus proche du Brésil en général que... Mais c'est un long périple. Hein. Donc, Calcutta, 1829. Victor touche à terre à Calcutta le 5 mai 1829. À Paris, c'est l'année de publication de la nouvelle Matteo Falcone et de son ami Mérimée, de Promenade dans Rome de Stendhal et du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Mais les salons parisiens lui paraissent bien loin maintenant. Les Bouches du Gange ne sont qu'un vaste terrain de boue. Calcutta, cité des marais, a été bâtie sur un immense marécage. La Compagnie des Indes la créa officiellement en 1690, mais la région du Bengale était déjà occupée depuis bien longtemps, depuis des millénaires. La ville est baptisée ainsi en hommage à Kali, femme de Shiva et déesse de la transformation et de la destruction. La vénérer détruit la peur. Elle abolit le mal, l'ignorance ou la jalousie. Elle apparaît tirant la langue nue avec plusieurs paires de bras, un collier de crâne autour du cou, dansant sur le corps de Shiva. La cité devint capitale des Indes britanniques en 1773, avant transfert à Delhi en 1911. Elle devait compter entre 550 000 et 300 000 habitants à l'arrivée de Jacquemont.
Ce sont maintenant 4 millions d'âmes qui la peuplent, 15 millions pour l'agglomération. Jacquemont est bien secoué quand le navire pénètre dans l'embouchure du fleuve tourmenté. Les vents sont furieux, la mer capricieuse, l'eau très riche en alluvions. Des bancs de limon rendent la navigation périlleuse. Ça tangue, ça secoue, ça chahute. Après avoir échappé à l'ouragan à Bourbon, Victor croit sa dernière heure venue. Où jeter l'ancre? Sur des côtes habitées par les tigres? Heureusement, le navire arrive à bon port. Le botaniste se remet vite de cette approche agitée dans le plus grand delta du monde. Il débarque à l'improviste chez Sir John Pearson, avocat général du Bengale, qui réside dans une belle demeure près du fleuve et chez qui il souhaite être introduit. Un serviteur le fait entrer dans un grand salon où un homme grisonnant et 3 femmes élégantes se rafraîchissent. Le gentleman botaniste, non pas gentleman, cela est trop british pour lui, arrive avec l'arrogance des Français, le charme des romantiques, la désinvolture de sa jeunesse. On le dévisage, il a l'impression d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Après des mois de navigation, il est chamboulé, débarqué enfin dans la ville qui sera le point de départ de son grand périple à travers l'Inde. Je pense que dans les écrits, il doit raconter tout ça, en fait. Alors, il raconte tout ça, hein. Évidemment, moi, tout ce que je raconte de lui, je ne l'ai pas inventé. Je me suis vraiment basée sur ses écrits. Et évidemment, en sélectionnant certains moments, parce que ça peut être assez long, mais évidemment, il y a cette arrivée qui est quand même particulière, hein, puisqu'après 10 mois de voyage, arriver seulement au point de départ, finalement, de sa mission, c'est déjà une aventure. Et là, effectivement, on voit, il arrive chez le gouverneur du Bengale et partout, il se fait inviter. C'est ça qui m'a plu chez ce personnage, c'est qu'on le ressent dans ses correspondances et dans les témoignages qu'il y a eu de lui, sur lui après sa mort, c'est qu'il avait l'air extrêmement sympathique et il s'entendait bien avec tout le monde. Il s'est lié d'amitié avec des tas de gens, quelle que soit l'origine, que ce soit des Indiens, des Anglais, des Français. Le fait d'être français, ça a été un avantage pour lui. Évidemment, dans l'Inde coloniale, avec les Anglais, c'était plus compliqué. Mais lui, en tant que Français, finalement, il passait partout et il s'est fait très bien accueillir. Il partait avec peu de moyens pour l'époque, avec pas grand-chose. Il se plaignait tout le temps qu'il n'avait pas beaucoup de budget pour son expédition. Mais finalement, il s'en sortait bien parce qu'il se faisait inviter partout. Donc, soit effectivement chez les gouverneurs, les personnalités, voilà, où là, c'était... En fait, c'est un petit milieu d'intelligentsia où tout le monde se connaissait. Voilà. Et puis, par contre, dès qu'il partait dans la cambrousse, hein, que ce soit pour traverser les plaines ou dans l'Himalaya, il avait une toute petite tente, il dormait dans la nature et il adorait ça finalement. Il se contentait de peu et il préférait d'ailleurs même être dans la nature que il critiquait aussi un peu avec humour, mais le côté superficiel de certains colons anglais, voilà, qui profitaient un peu de. Il n'apprécie pas tellement d'ailleurs la façon dont on voilà, parle il est très aux critique. Indiens, Il était très critique aussi. Et enfin, il quitte Bengale. Le grand jour, l'aventurier s'en va avec une maigre caravane, une charrette en bambou tirée par des bœufs pour porter les bagages et un équipage original. Il y a 6 domestiques, chacun ayant une fonction très précise. Un palefrenier, un coupeur d'herbe, chargé de la table de Maharidel, écrit-il, un cuisinier, un laveur d'assiettes, sachant que Jacquemont n'a que 2 assiettes, un porteur d'eau et le grand maître de sa garde-robe chargé de la garde des bagages. Ses serviteurs portent aussi ses fusils chargés à balles ou à plomb. Pas de table, c'est superflu. Le baroudeur mangera sur ses genoux. La tente toute petite est chargée sur un bœuf, ainsi que la natte pour dormir sur le sol. Ce n'est pas une grosse expédition. Victor n'a pas les moyens de faire mieux. Un capitaine d'infanterie anglais aurait 25 personnes pour l'accompagner, mais notre botaniste voyage modestement. Les gens riches en voyage s'aperçoivent à peine qu'ils ne sont pas chez eux, écrit Jacquemont. Ils transportent tout leur petit confort. Que manque-t-il pour n'être pas à la maison? La maison seule. Au moins, avec cette organisation de fortune, le dépaysement sera assuré pour l'explorateur. Pourquoi partir, si ce n'est pour rester dans ses habitudes et ses certitudes? Donc oui, c'est le vrai aventurier voilà. C'est Indiana Jones, lui. Hein, oui, un peu, évidemment, les aventures de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, mais c'est valable aujourd'hui. Finalement, pourquoi partir? C'est pour rester dans ses habitudes et son confort. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc là, voilà, c'était le modèle un peu des explorateurs. Évidemment, les conditions de voyage il y a 200 ans étaient beaucoup plus compliquées qu'aujourd'hui, et beaucoup de ces explorateurs ne revenaient jamais, ce qui a été son cas. Mais réussissaient à envoyer comme. Enfin, voilà, heureusement, ses collections ont pu être rapatriées, mais malheureusement, pas lui. Et là,
Bon, par contre, on voit aussi toi comment tu vis Calcutta. Inutile de, enfin, on s'en doute, c'est masque à gaz. Ah bah, Calcutta, c'est une ambiance. Hein. Je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà allés à Calcutta. On s'ennuie pas à Calcutta. Hein. Il y a du monde partout, partout, partout. C'est très animé, c'est très vivant. Mais j'ai bien aimé en même temps, hein, parce que c'est vrai que j'avais un peu peur d'aller à Calcutta parce qu'on a une image assez sombre de la ville, laissée par certains écrits comme la Cité de la Joie, tout ça. Alors, ça fait... Et en fait, c'est une ville hyper dynamique, très jeune, très vivante. Et j'ai trouvé que c'était une ville passionnante, mais quand même très usante, forcément, avec le monde et puis la pollution qui est quand même assez intenable. Oui, ça prend la gorge. Ça, c'est quand même assez difficile. C'est tout le problème de l'Inde, malheureusement, aussi du Nord, en tout cas, avec cette masse de pollution qui reste collée aux montagnes. Et c'est assez terrible. Hein. Même en sortant de Calcutta, ça, je ne m'attendais pas à ça. C'est que même en pleine campagne, il y avait un niveau de pollution incroyable. On ne voyait rien, tellement c'était gris. Et... Ouais, ça fait partie des difficultés du pays. Bon. En chemin, les bagages s'alourdissent des nombreux échantillons recueillis. Il est là pour ça, tout de même. Observer, ramasser, trier, classer, étiqueter, emballer. Travail minutieux et pointeux du naturaliste. Chaque objet collecté doit être référencé, date et lieu de récolte, identification. Pour les préserver, il les empoisonne à l'arsenic et au mercure, secret de conservation des herbiers. Sans cela, il ne resterait que des herbes moisies ou bouffées par la vermine. Mon herbier est une bibliothèque de souvenirs, écrit-il un jour. Chaque plante collectée a une histoire, celle du jour et du lieu où elle a été prélevée, mais aussi celle d'une époque, d'un contexte, d'un état d'esprit, d'un moment de la vie. Son herbier, commencé en mai 1818 au château de la Grange chez Lafayette, a une immense valeur à la fois scientifique et sentimentale. Il contient ses premières herbes recueillies, ses premiers trésors, mais il est aussi enrichi des espèces offertes par des amis. Un herbier est une bibliothèque, c'est vrai, une bibliothèque dont les livres sont des plantes séchées, dont la langue est le latin et qui raconte une grande histoire, celle des paysages et des hommes. En chemin, l'œil vif du botaniste est sans cesse attiré par des curiosités végétales. Un jour, il trouve une épatante espèce de Laurentus, une plante grimpante aux jolies grappes orangées. Elle escalade les grands figuiers, les fameux banians indiens et les parasites. Les figuiers sont nombreux, l'un d'entre eux est le figuier des pagodes, Ficus rugilosa, également maître dans l'art du parasitisme. C'est même un figuier étrangleur. Ses graines, transportées par les oiseaux, germent sur une branche, puis ses racines aériennes l'enlacent, étranglant petit à petit leurs victimes. Le ficus pirate volera ses ressources en s'enracinant à son tour, tout autour, pour finalement prendre la place de l'arbre support, qui mourra et dont la matière nourrira le prédateur. Diabolique interaction du vivant. C'est vrai que c'est des arbres très spectaculaires, hein, les figuiers, ce qu'on appelle les grands banians, et notamment le figuier étrangleur, enfin, il y a plusieurs espèces d'ailleurs. Et à Calcutta, justement, il y a un spécimen intéressant, il y a le plus grand banyan du monde. À lui tout seul, il fait la surface de 2 terrains de foot. C'est un arbre. Donc vous avez l'impression d'être dans une forêt, mais c'est un arbre. Il a quel âge cet arbre ? Il a 300 ans à peu près. Donc ça, c'était intéressant, hein, dans les choses qui n'ont peut-être pas trop changé depuis 200 ans. Hein. Victor Jacquemont décrit ce grand banyan, et puis retournant 200 ans après, ce grand banyan est toujours là et c'est extrêmement spectaculaire. Victor arrive à Delhi le 5 mars 1830 où il est reçu comme un roi. Le grand moghol Muhammad Abkar Shah lui présente toute une cour. Le personnage, digne descendant de Timour lui-même, l'accueille en grande pompe. Une cérémonie qui amuse Jacquemont. On a convoqué tout un régiment d'infanterie, un troupeau de domestiques, d'huissiers, d'éléphants. On prête à Jacquemont un vêtement d'honneur. Il enfile une robe orientale colorée et brodée par-dessus son pantalon noir. Et on accroche un ruban décoré de pierreries à son chapeau. Il a un peu l'impression d'être déguisé, mais l'empereur n'a jamais vu un Français de sa vie et est impressionné par le jeune explorateur. Y a-t-il un roi en France ? Parle-t-on anglais ? Que de questions pour un Victor qui se prête au jeu en tentant de garder son sérieux. Mais le botaniste se prend d'affection pour le vieil empereur à la barbe blanche, un homme qui a perdu tout son pouvoir depuis l'arrivée des Britanniques. Donc en fait, il est introduit dans toutes les sociétés. Hein. Voilà, il passe partout, donc c'est ça qui est bien pour lui, pour son voyage. Ça lui permet de décrire aussi la société de l'époque. C'est ça qui est intéressant dans ses écrits. C'est pas que de la botanique, mais ça se lit comme un roman d'aventure, ces lettres.
Et puis, ça lui permet évidemment de voyager puisqu'il se fait accueillir partout. Alors, il avait des lettres de recommandation qu'il a emmenées avant de partir, de personnalités en France. Et puis là-bas, finalement, il fait souvent office un peu de curiosité, ce petit Français qui débarque tout seul chercher des plantes. Donc, oui, c'est ça, il suscite vraiment la curiosité et les gens l'apprécient très vite. Donc, ça lui permet de passer partout, même dans des endroits improbables, hein, comme à la fin de son voyage. Il va partir au Cachemire, à une époque où personne ne pouvait rentrer, surtout pas les Anglais. Et grâce au grand Maharaja qui va le prendre un petit peu sous son aile, il va pouvoir aussi aller explorer le Cachemire. Et maintenant, on va revenir à toi, à Saharanpur, en février 2023. Merci Victor. Voilà une ville dont j'aurais bien pu me passer. Et c'est toi qui m'y as emmené. Tu nous parles d'un beau jardin botanique, alors forcément, je n'ai pas pu résister à l'envie d'y faire une escale à mon tour. Mais Saharanpur a bien changé. Ce n'est plus la charmante station anglaise que tu décris qui comptait alors quelques 10 000 habitants. Aujourd'hui, elle est peuplée de plus de 700 000 âmes. Aucun touriste ne vient à Saharanpur de nos jours. À peine sortie de la gare, je fais figure de bête curieuse. Tout le monde me dévisage. J'interpelle un rickshaw pour m'emmener dans un hôtel situé juste à côté du jardin. L'homme n'a aucune idée d'où il se trouve, mais il est comme tous les chauffeurs futés qui se débrouillent toujours pour m'amener à bon port. Une nuée d'autres conducteurs et de bateaux s'agglutine autour de moi, intrigués par cette étrangère blonde venue mystérieusement se perdre chez eux. Après des échanges animés avec plusieurs personnes, mon chauffeur semble savoir où se diriger. Il démarre en trombe dans les rues chaotiques de la ville qui se ressemblent toutes. On roule. Le chauffeur s'arrête pour demander l'itinéraire à un passant qui n'en sait pas plus, puis tente de téléphoner à l'hôtel, mais le numéro correspond à un autre État indien. En regardant sur la carte, je m'aperçois que l'adresse indique un point au hasard au centre de Saharanpur, sur une rue juxtaposée au jardin botanique. En réalité, l'hôtel n'existe pas. Après m'être rendu compte qu'on s'était considérablement éloigné du centre et du fameux Company Garden, je demande au chauffeur de faire demi-tour pour trouver une autre guest house. Il est heureux, il a gagné sa journée avec les roupies que je lui ai laissées. Et je suis moi aussi contente de trouver enfin un toit dans cette ville plutôt inhospitalière. C'est ça l'aventure. Voilà, oui, ça c'était une étape, c'était pas l'étape la plus sympathique, mais effectivement, comme il y avait pas mal de passages de Victor Jacquemont dans cette ville, je me suis dit, je vais y aller, forcément. Ouais. Et puis, voilà, ce Company Garden n'était plus vraiment un jardin botanique, un espèce de parc public qui était ouvert genre le matin entre 5 et 7 et puis le soir. Donc, je suis allée, j'arrive à 9h le matin, on me regarde vraiment de travers, voire méchamment pour me dire qu'est-ce que vous faites là, de toute façon, c'est fermé. Bon, ok. Donc, j'ai même pas eu le courage d'attendre le soir parce que je me dis, de toute façon, il y a certainement plus grand chose à voir. Et puis, vu que l'accueil n'était pas chaleureux, parce qu'il était à peu près le seul endroit, hein, parce que partout, c'était plutôt extrêmement sympathique. Hein, les gens là-bas sont très attachants. Hein, si vous avez eu l'occasion d'aller en Inde, hein, c'est vrai qu'on se fait vite des copains. Donc, voilà, les gens viennent très facilement discuter. Et partout, que ce soit à Calcutta qu'au fin fond de l'Himalaya, je suis tombée que sur des gens extrêmement sympathiques. Et puis, voilà, il y a eu cette ville-là qui était un peu moins agréable, mais bon, voilà, c'est pas bien grave, ça fait partie du voyage. Mon itinéraire ne collera pas tout à fait à celui de Jacquemont, mais un grave épisode le bouleverse totalement. Malgré des efforts constants pour faire attention à ce que j'ingurgite, je tombe malade à Amritsar. Pas d'inquiétude au début, ce n'est probablement qu'un banal incident qui arrive couramment à tout voyageur en Inde. Après 2 jours de vomissements, j'espère avoir évacué le mal. Je monte dans un train pour fuir la ville, si éloignée de tout, où les conditions ne me semblent pas favorables à un rétablissement. Je fais escale à Chandigarh avant de partir pour l'Himalaya. Chandigarh, ville nouvelle créée en 1947 que Jacquemont n'a pas pu connaître. Je débarque dans un hôtel très moyen à 22h, épuisé, puis vite dégoûté par l'odeur épouvantable de la salle de bain. Mélange de renfermés et de produits chimiques écœurants. Je maudis Victor de m'avoir poussé jusqu'ici. Nouveau vomissement. Le lendemain, changement d'hôtel, plus propre. Mais c'est inutile de poursuivre dans les montagnes dans cet état-là. Je partirai lorsque ça ira mieux. Mais ça ne va toujours pas mieux, ça empire. Les jours passent, mes forces s'amenuisent, je ne sors plus, je ne mange plus. Un soir, je file à la réception demander un docteur. C'est samedi, c'est compliqué. Le réceptionniste téléphone à une amie médecin dans l'armée qui me transmet une ordonnance. Au milieu de la nuit, je vais mal, de plus en plus mal. Je ne me suis jamais sentie aussi mal de ma vie et j'éprouve la terrible impression que c'est la fin. Il y a un peu du... Ah. Voilà, c'était bien là. Donc, j'ai cru un moment que j'allais finir comme Victor Jacquemont. Donc, ouais. voilà, des moments... voilà, donc...
J'ai découvert l'hôpital de Chandigarh. L'accueil était très sympathique, mais ils m'ont gardé une semaine, puis j'ai été rapatriée. Mais voilà. Donc, Quand même, hein, voilà, ouais. ça, c'est les joies du voyage. Une bactérie, comme c'est très fréquent en Inde, mais bon, ça s'arrangeait pas trop. Et puis, alors, ils étaient adorables à l'hôpital. Hein. Pareil, j'étais un peu la star de l'hôpital. Ils étaient tous aux petits soins. Bon. Mais ils m'ont pas donné le bon antibiotique, donc ça a un peu traîné, ça s'est pas trop arrangé. Donc, c'est devenu quand même un petit peu flippant. Je me suis dit, je vais finir comme mon botaniste. Mais tout va bien, je suis C'est là. comme quoi, même 200 ans après, c'est dangereux, quoi. Hein. Voilà, c'est toujours dangereux. Alors comme lui, hein, il a échappé à tout un tas de trucs, hein, pourtant. Il a eu le choléra, il s'en est remis, il s'est fait attaquer par des bandits, ça s'est bien passé, il est tombé de cheval dans un ravin, ça a été... Il lui est arrivé tout un tas de trucs, et il meurt quand même à la fin. Bon, voilà. Ça, c'est et voilà. Donc il a mieux fallu rentrer, rapatrier. Voilà, après... voilà, donc je suis Ouais. rentrée, je me suis reposée, je me suis requinquée, enfin bref, je vous passe les détails. Et 2 mois après, quand ça a été mieux, je suis repartie. Voilà, je me suis dit, c'est comme quand on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite, sinon après on a peur, on n'y va plus jamais. Donc je suis repartie finir le voyage donc dans la partie himalayenne cette fois, Oui. dans une vallée qui s'appelle la vallée du Kinor, qui n'est pas très connue et qui a été aussi assez mouvementée, mais je ne dis peut-être pas tout. Non, non, faut pas tout dire. On va pas tout dire. Voilà. On va pas tout dire. Mais enfin bon, après, si vous avez des questions aussi, alors n'hésitez pas, pour en profiter. Non, mais c'est vrai. Ouais, Oui. ouais. Si vous avez des questions, ou sur le voyage de Jacquemont, ou le sien. Toute seule, tout le temps. Toute seule. Vous êtes courageuse. Hein. Parce que. Ouais. Non, ça s'est bien passé. Mais à part c'est une ça. grande voyageuse, hein, puisque Mm. Oui, je dis le, pas. le- Je suis allée le- dans une oui. soixantaine de pays en solitaire aux 4 coins du monde. Bon, ça se passe toujours bien. Hein, c'est vrai que c'est toujours la question. Ouais, vous n'avez pas peur, mais en fait, il n'y a pas de raison. Hein, là, 99% des gens sont sympas. Puis après, si vous n'avez pas de bol, vous pouvez tomber sur un... Mais bon, généralement, on est bien accueillis partout. Mais il n'y a pas eu de Et lettre en de Inde aussi. recommandation comme pour Ah non, Jacquemont. alors j'avais pas de lettre de recommandation, je ne suis pas allée chez Dans le les maire salons. de Calcutta ou chez le gouverneur du Bengale, non. Ouais, j'ai simplement... Ni chez des botanistes ou des scientifiques. Même pas, j'ai pas rencontré de Maharaja. Non, ça a été un voyage plus simple finalement, très différent. Et non, c'est peut-être pas comparable comme type de voyage. Et pourtant, j'ai quand même pu retrouver des choses de son voyage. Donc c'était quand même intéressant. Il y a des choses qu'il écrit que j'ai pu retrouver 200 ans après. Donc c'était quand même finalement pas si absurde finalement de partir comme ça dans un pays qui a évidemment beaucoup changé. Mais par contre, comme lui, j'ai trouvé que les gens étaient sympas partout finalement. Ça, c'est des choses qui ne changent pas dans le voyage. Ouais. Et au niveau du matériel, vous étiez chargé? Oh non, très simple. Hein. J'avais un sac à dos. La valise en Inde, on oublie. Hein. Voilà, rien que dans Calcutta, vous ne pouvez même pas circuler. Il y a tellement de gens partout que vous ne pouvez même pas traîner une valise. Hein. Vous avez les trottoirs qui sont fins comme ça, qui sont envahis de monde, et puis des routes envahies de voitures. Donc vous pouvez circuler nulle part. Donc effectivement, c'est un petit sac à dos. Faut Et les notes, partir vous simple. prenez, Oui, sur un petit cahier, je prends des notes. Voilà, j'ai beaucoup écrit. Enfin, avant, j'ai commencé à préparer, et puis après, au retour, plus. Hein, puis après, je prenais des notes, évidemment. Mais est-ce qu'il y avait des botanistes aussi en Inde? Est-ce qu'il rencontrait des botanistes localement ou c'était lui qui partait comme ça à l'aventure? Alors, on était vraiment au début du 19e. Donc, en Inde, il n'y avait pas encore de botanique au sens contemporain, parce que finalement, quand on dit ils découvrent des plantes, évidemment, les plantes, elles étaient connues. Ah, c'est vraiment un abus de langage. Hein, quand on dit les explorateurs vont découvrir le monde, évidemment, plein de choses étaient découvertes déjà, enfin, étaient connues des populations locales. Donc il partait avec son point de vue d'Européen, évidemment. Hein, et puis les plantes, on leur donnait un nom latin, ça c'est la nomenclature binominale instaurée par Linné, et puis qui finalement maintenant est universelle, mais qui a été instaurée au XVIIIe siècle. Et par contre, il y avait des botanistes, mais qui étaient des Anglais. Hein, quand il est arrivé au jardin botanique de Calcutta, c'était un très très grand jardin, c'est encore une énorme institution. Il y a le plus grand herbier d'Inde, enfin c'est quelque chose d'important, mais c'était évidemment des Anglais, hein, donc il y avait quand même un côté aussi colonial dans la démarche, bien que lui il partait comme scientifique pour découvrir le monde, un petit peu naïvement je dirais, mais effectivement dans l'histoire des jardins botaniques, finalement c'était les grandes institutions à l'étranger, il y en avait en Indonésie, il y en avait dans d'autres pays, c'était, il y a, par exemple Kew, c'est donc le jardin anglais de référence, à Paris c'était le muséum,
muséum. Et puis, tous les jardins qui se sont créés dans d'autres pays, c'était pour découvrir des plantes qui pourraient nous servir plus tard. Donc, il passe par exemple en Afrique du Sud, au jardin qui est assez incroyable à Cape Town, que je cite aussi, c'est Kirstenbosch, c'est le plus beau jardin du monde. Si vous avez l'occasion d'y voyager, c'est assez extraordinaire. Donc, il a l'occasion de passer dans le coin à l'époque où la végétation d'Afrique du Sud est absolument incroyable. Et c'est pareil, finalement, c'est des jardins coloniaux historiquement. Et puis maintenant, évidemment, ça a beaucoup changé. On a évidemment des botanistes indiens et dans tous les pays, il y a des bons botanistes locaux. Mais donc à l'époque, lui, il ne cherche pas, par exemple, à demander, je ne sais pas s'il y a des plantes médicinales, de savoir comment... Alors, il n'était pas dans l'étude des propriétés. Hein, voilà, il n'était pas dans ce côté médicinal. Il était vraiment le côté un petit peu, finalement, qui est un petit peu la base. Déjà connaître, trouver une plante, la décrire, la mettre dans un herbier et lui donner un nom. Alors évidemment, comme il n'est jamais revenu, il n'a pas pu lui-même étudier ses collections. Donc après sa mort, c'est d'autres botanistes qui ont étudié les échantillons et qui les ont baptisés. Alors, je me suis amusée à la fin à mettre la liste des plantes nommées en hommage à Jacquemont, qui s'appellent tous quelque chose de Jacquemonti. Par exemple, il y a le bouleau de Jacquemont, le noisetier de Jacquemont, avec un petit nom latin. Donc voilà, ça s'est fait après. Mais là, on était un peu dans une démarche un peu d'inventaire finalement, de connaissance de qu'est-ce qui existe, qui est finalement un petit peu la base et qui est finalement extrêmement importante puisque ça permet de savoir ce qui existait et c'est valable partout dans le monde, pour voir l'évolution de la biodiversité. On parle d'effondrement de la biodiversité, mais enfin, si on ne sait pas ce qu'il y a, c'est difficile de dire qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qu'on a perdu. Donc finalement, c'est vraiment la base des sciences naturelles, finalement, c'est de faire l'inventaire des espèces, les décrire et leur donner un nom. Ça, c'est un peu pareil en zoologie, finalement, ou sur les insectes, ou n'importe quelle discipline, c'est déjà d'inventorier, de baptiser et d'avoir des échantillons de référence pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans telle région, à tel endroit, à tel moment. Et les échantillons, ça ressemble à quoi en fait? Parce que moi, je vois herbier, je vois juste un petit truc, la petite fleur sur une petite feuille. Mais c'est ça. Finalement, la méthode est très simple. Finalement, c'est on cueille. Vous avez peut-être fait quand vous étiez au collège ou à l'école primaire même. On va ramasser des plantes, on les met sur du papier journal, on met un truc dessus, une presse à herbier ou un tas de livres volumineux pour vraiment presser la plante. On la fait bien sécher. Puis après, elle est mise sur ce qu'on appelle une planche d'herbier. Et là, elle est fixée. Effectivement, à l'époque, on traitait avec des produits chimiques très très toxiques. Super toxiques. Voilà, et même maintenant, quand on manipule ces herbiers, il faut des gants, il faut un masque, c'est des produits toxiques. Maintenant, on met au congélateur pour tuer les bestioles, c'est plus simple. Mais finalement, la méthode est relativement simple. Et par contre, ce qui est quand même assez... parce que spectaculaire, c'est comment on a pu réussir finalement à faire traverser ces collections et qu'elles arrivent finalement en bon état, parce qu'évidemment avec l'humidité dans ces pays-là, climat de mousson, climat très chaud, climat extrême, et puis tout le voyage en bateau, il faut bien que ce soit quand même conservé pour que ça arrive à bon port, et là c'est arrivé en parfait état de conservation. Et ça, tu les as vus, Alors les herbiers, je ne les ai pas touchés, mais en fait ils sont numérisés, c'est ça qui est bien maintenant avec ce monde moderne, c'est numérisé. Alors on peut consulter sur demande, mais sinon ils sont numérisés, ils sont en ligne, donc sur le site du muséum, on peut retrouver des planches d'herbier. Vous avez eu le droit de ramener des fleurs, des plantes? Alors, j'ai pas ramené de plantes, non. Moi, je suis pas partie. Alors, moi, je suis pas botaniste de terrain, donc je suis pas allée dans une démarche, j'allais ramasser des choses. Là, c'était vraiment le côté humain qui m'intéressait. Finalement, c'est ce personnage, son histoire. Finalement, ça donne un espèce de roman d'aventure d'une certaine manière. Mais je trouve c'est intéressant aussi. Finalement, ça permet de parler d'un pays, parler d'un personnage, parler d'une époque, parler de la façon dont on voyageait à l'époque, la façon dont on collectait les plantes, dont on travaillait. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis, finalement, ces illustrations, dans le bouquin, on a mis 2-3 illustrations qu'il avait réalisées qui sont magnifiques. C'est super bien. C'est vraiment très, très beau. Par exemple, un chat, le chat de Jacquemont, qui avait été baptisé en son nom. Bon, après, on a vu qu'il y avait une autre espèce qui... Enfin, il a été rebaptisé après, mais voilà, au départ, il était identifié comme chat Jacquemont. Il décrivait aussi les gens qu'il rencontrait. Là. Il y a des portraits qui sont magnifiques. Donc, il n'y a pas que des plantes. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'à cette époque, les naturalistes étaient assez pluridisciplinaires. Maintenant, on peut être hyper spécialisé dans tel ou tel domaine. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez... Puis des vrais artistes. Oui, c'est vrai que c'était des gens très complets, scientifiques, écrivains, illustrateurs, multiples talents.
Il est mort là-bas, quelques temps. Alors, il est mort à Mumbai, à Bombay, on appelait à l'époque, à Bombay, en fait. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment tout à la fin de son voyage. Hein, donc, il avait traversé toute l'Inde du Nord, l'Himalaya, le Cachemire. Et c'est vraiment au retour qu'il a été gravement malade, peu de temps avant de rentrer, finalement, alors qu'il avait évidemment plein de projets pour la suite. Ouais. Il envoyait ses herbiers régulièrement ou c'est tout rentré en même temps? Comment ça s'est passé, le rapatriement de ces pièces? Alors, ça s'est passé. En fait, il collectait, après il conservait, et il les laissait dans des endroits bien précis, par exemple à Delhi, où il était aussi copain avec des personnalités, et il leur donnait pour mission de garder les échantillons, soit le temps qu'ils reviennent, ou soit déjà de les faire expédier. Voilà. Hein, parce que, évidemment, c'était compliqué, hein, l'expédition. Donc, même s'il était ailleurs, il fallait que ça redescende jusqu'à Calcutta pour là reprendre le bateau pour repartir. Donc, effectivement, c'était un soin quand même très important. Il passait un temps fou, finalement, collecter, enregistrer. Et puis, tous les écrits qu'il a laissés, ça paraît incroyable, en fait. Il y a des écrits, il dit, alors je suis dans la montagne, perdu au milieu de nulle part, il y a eu un orage, il est sous un arbre, à se dire, qu'est-ce qui va m'arriver, ou dans sa toute petite tente, plusieurs fois il a failli mourir de froid dans l'Himalaya, et il raconte toujours ça, puis il écrit, il raconte des tas de choses, hein, c'est assez étonnant, tout ce qu'il a pu faire et vivre en si peu de temps, finalement. Oui. Et donc, ce que vous avez vu, c'est ces carnets numérisés. Alors, il y a plusieurs choses. Les herbiers sont numérisés et dans son récit de voyage, donc qui fait à peu près 2000 pages, j'ai regardé si ça s'achetait. J'ai trouvé un seul et unique exemplaire à 13 000 € chez un bouquiniste. Bon. Voilà, donc je ne l'ai pas acheté. Et là, donc je suis allée au muséum le consulter, et c'est là qu'on voit, parce que c'est vraiment des grands volumes avec les planches qui sont très très belles. Hein, donc là, je ne sais pas combien il reste d'exemplaires, à mon avis, il y en a très très peu. Hein, je ne sais pas combien il y a eu au départ, mais enfin, il y en a très très peu. Donc j'ai pu consulter celui du muséum. Et après, ses correspondances qui avaient été éditées après sa mort, là, on en retrouve chez des bouquinistes autour de 50 €. Donc là, c'est déjà plus accessible. Hein. Il y a 2 volumes, et puis il y a un autre volume après de nouvelles correspondances. Donc ça se trouve, voilà. Mais c'est aussi numérisé. Voilà, donc il n'y a même pas besoin de se déplacer si on veut. C'est ça, la modernité. C'est pratique pour faire des recherches. Évidemment, il y a même des articles sur lui. Il y a des tas de choses qui ont été écrites après, qu'on peut retrouver en ligne. Ça, c'est quand même évidemment un avantage quand on fait des recherches. On a accès maintenant à des ressources quand même intéressantes sans forcément se déplacer. Hein. Alors, si j'avais écrit juste une biographie, j'aurais pu faire ça dans mon salon, hein, finalement. Mais bon, l'idée, c'est quand même de partir. C'est des prétextes aussi à faire un grand voyage. Et puis, je trouve que c'est quand même intéressant parce que, alors, il y a des gens qui sont très forts pour ça, hein, des écrivains qui, sans aller nulle part, arrivent d'écrire d'autres pays alors qu'ils ne sont jamais allés. Bon, moi, franchement, j'ai du mal. Et en plus, un pays comme l'Inde, je sais pas, comment on peut se représenter l'Inde si on n'y est jamais allé, hein. Alors évidemment, on a vu des reportages, on voit les couleurs, on voit des tas de choses, mais c'est tellement un autre univers que si on n'y est pas, je sais pas si on arrive à se représenter, hein, cette foule de gens, cette ambiance, cette vie, ces liens avec les gens sur place qu'on peut avoir, puis ces paysages, l'Himalaya. Ici, il y a beaucoup de montagnards. Des gens parmi vous qui sont allés dans l'Himalaya, mais dans la vallée du Kinor, je ne m'attendais pas à ça. Il décrit des endroits un peu vertigineux, un peu presque angoissants. Et c'est vrai que c'est un peu l'impression que j'ai eue aussi là-bas, dans ces vallées-là. Après, ça dépend où on va, évidemment, c'est immense. Mais pour autant, j'adore la montagne, mais j'ai eu aussi des angoisses en arrivant dans ces vallées, mais tellement profondes, ces routes, mais tellement encaissées. C'était presque flippant avec ces routes. Alors, les routes, on ne parle même pas. Donc, c'est vrai que c'était assez flippant aussi par moments. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se représenter ça. Moi, je me dis, ça va être des grandes montagnes, ça va être magnifique et tout. Et je ne pensais pas avoir cette impression, ce ressenti en étant sur place, quoi. Et ça, en y allant, qu'on se rend compte de certaines choses. Bien sûr, il faut l'éprouver. Voilà. Il avait une énorme notoriété pour être sur l'hôtel de ville.
Eh ben, il a été très connu, hein, à une certaine époque. Déjà, il connaissait énormément de gens, hein, parce que, bon, là, on a passé rapidement, mais dans sa jeunesse, hein, je la résume un petit peu au début, parce qu'il m'intéressait, c'était le voyage, mais déjà avant, il a vécu énormément de choses. Donc, je disais, hein, son père était un philosophe assez renommé à l'époque. Il fréquentait les salons parisiens, et donc, il a rencontré des tas de personnalités. Donc, il était très copain avec Stendhal, avec Prosper Mérimée, il a rencontré des peintres comme Delacroix. Il a passé... et en fait, il s'est mis à la botanique chez le marquis de Lafayette, parce qu'à 17 ans, il a eu un petit accident de chimie et il a respiré un produit chimique. Enfin, donc, il a été assez intoxiqué, il était assez malade et il fallait qu'il aille au grand air. Donc, il a quitté Paris et son père, qui était copain avec Lafayette, l'a emmené dans son château et il a commencé à herboriser dans son château parce qu'il s'ennuyait un peu. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à la botanique. Bon, donc c'est déjà quand même assez insolite. Et après, ce qui a été décisif dans son voyage, c'est aussi une aventure personnelle, c'est qu'il fréquentait aussi l'opéra beaucoup, c'était un fan d'opéra, et notamment avec Stendhal, c'est des fous d'opéra, et il est tombé amoureux d'une cantatrice italienne, et donc ils ont eu une liaison un peu platonique pendant 2 ans, puis ça s'est pas vraiment fini comme il voulait, donc il a fait une dépression assez importante, et c'est son frère, un de ses frères, qui lui a dit, écoute là, faut faire quelque chose, hein, et il l'a poussé à partir en voyage, il est parti aux États-Unis, et là il avait déjà plein de contacts justement grâce à Lafayette, et c'est comme ça qu'il a commencé à voyager. Et il a fait beaucoup de botanique de terrain aux États-Unis et au Canada. Et c'est justement là que le muséum l'a contacté en disant tiens, c'est quand même un jeune homme brillant, qui n'a pas peur de partir, qui connaît les plantes, qui a un peu des talents certainement d'explorateur. Et c'est là qu'on lui a proposé de partir en mission en Inde. Hein, donc déjà, il connaissait énormément de gens avant. Et bon, évidemment, on ne sait pas, mais s'il n'était pas mort aussi jeune, peut-être qu'il aurait été beaucoup plus célèbre. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait, aussi bien dans ses écrits ou dans les sciences ou dans je ne sais quoi, quelle discipline. Il avait des projets d'écrire des livres, de faire plein de choses à son retour, donc il aurait été certainement beaucoup plus célèbre. Mais à l'époque, il était très lu aussi. Hein. Ses correspondances avaient beaucoup de succès, elles ont été traduites en anglais, donc il a eu quand même un certain succès, peut-être plus littéraire d'ailleurs que scientifique, bien que certains botanistes connaissent parfois le nom de Jacquemont, hein, puisque avec les noms latins, hein, effectivement, quand on nomme une espèce, alors ça peut être soit d'après la forme de la plante, ça peut être d'après l'origine géographique, et souvent c'est en hommage à quelqu'un. Et effectivement, il y a beaucoup d'espèces qui portent ce nom de Jacquemont. Alors il y a certains botanistes qui connaissent un peu, mais c'est vrai qu'il est malheureusement un peu oublié. Et les rares personnes qui le connaissent vraiment, effectivement, soit c'est quelques botanistes, parce qu'ils connaissent les espèces, ou des universitaires, par exemple, qui s'intéressent à l'histoire des écrits de voyage, hein, puisque c'est resté aussi une référence dans les écrits de voyage du 19e siècle. En fait. Ouais. Et on a même su il n'y a pas très longtemps qu'il a fait le Mont Blanc. Parce qu'on a retrouvé les carnets, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, Claude Marin et Christian de Marliave avaient récupéré les carnets de Joseph Coutet, d'un guide, qui avait été donné par des Anglais qui avaient eu ce carnet, qui l'ont redonné à la compagnie des guides. Et dedans, il y a Victor Jacquemont qui a fait le Mont Blanc à même pas 23 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et alors il a beaucoup voyagé dans les Alpes aussi, il a une vie bien dans remplie, toute la France, dans les montagnes aussi. Hein, il est allé dans le Massif central, beaucoup dans les Alpes, en France, en Suisse. Et effectivement, il y a aussi des correspondances avec des gens de l'époque, des géologues, des différentes personnes. Finalement, il a correspondu avec des tas de gens intéressants, c'est ça qui est bien dans ses écrits, des géologues, des médecins, des tas de gens très, très variés. Et effectivement, en cherchant bien, on retrouve d'autres traces de Jacquemont, ça je ne connaissais pas. Donc, Pour des raisons scientifiques, probablement. Non, je pense que c'était un aventurier. Oui, puis c'était déjà, il s'intéressait à la géologie et aux plantes. Oui, hein. Déjà, quand il partait ouais. comme ça dans les Alpes, et déjà, il commençait aussi à faire déjà des herbiers. Oui, et puis c'était l'intelligentsia du moment où on faisait de la montagne, on partait en voyage. Enfin, c'était une période où les gens bougeaient quand même. En 1820, il n'y a pas tant de monde. Ouais. Que ça. Non, il n'y a pas tant de monde. Non, il n'y en a pas tant justement, ouais. Et il a fait que ça. Hein. Il est venu à Chamonix, il a fait que ça, que le Mont Blanc. Comme beaucoup de gens. Ouais. Non. Et tout ça sur les fonds de papa ou du muséum ou... Là, effectivement, il venait quand même d'une famille privilégiée. Évidemment, à l'époque, on ne pouvait pas partir comme ça. C'est sûr que c'était déjà un certain milieu, évidemment, assez bourgeois à l'époque.
Et par contre, quand il est parti en Inde, là, c'était financé par le muséum. Mais il donnait pas grand-chose. Il quand donnait pas même. grand-chose. Donc Ouais, régulièrement, c'était pas- d'ailleurs, on a aussi dans ses correspondances des courriers au muséum où il se plaint qu'il n'a pas assez. Et puis finalement, il n'a pas eu besoin de plus. Par contre, il se contentait vraiment de très très peu. Hein, et il n'avait pas du tout. C'est marrant parce qu'il s'adaptait vraiment à toutes les situations. Hein, effectivement, quand il était invité chez le gouverneur, alors il mangeait du pâté de truffe, du vin de Bordeaux, des trucs complètement improbables au fin fond de l'Inde. Et à côté de ça, il était aussi pas mal critique par rapport à ça. Enfin, en même temps, il a profité quand il arrivait quelque part, mais il se moquait aussi beaucoup des Anglais, un peu, voilà. Et quand il repartait, par contre, il disait souvent qu'il se plaisait beaucoup plus dans la montagne, à camper tout seul au milieu de nulle part, que dans un milieu qu'il trouvait parfois un peu superficiel. Ouais. Ouais. Ben, en tout cas, merci. C'est une belle aventure. Merci beaucoup pour ce livre Par les chemins des Indes et merci d'être venu jusqu'à nous pour nous le présenter. Merci à vous. Merci.